Super. Donc la vidéo est actuellement enregistrée et en live sur Facebook. On démarre tout de suite, il est 18h11. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont présents. Nous sommes en live en direct sur Zoom et c'est retransmis en direct sur notre page sur Facebook. En tout cas, bienvenue. Nous sommes le jeudi 25 juin, il est 18h11 et je suis très heureux et je vais être très honoré d'animer cette séquence. C'est ce que nous appelons au CJD, donc c'est le CJD Casablanca au Maroc qui anime une série toutes les semaines, une série maintenant qu'on appelle les webinars. C'est devenu un mot assez commun, assez générique, mais en tout cas, c'est un temps pour nous. Tous les jeudis, donc notre événement s'appelle le C-Jeudi 18h. Et chaque semaine, nous rencontrons des personnages, des personnalités ou des sujets, des thématiques qui nous intéressent. Nous en sommes, je pense, à la 14e ou 15e édition. Nous avons démarré tout de suite après le début du confinement au Maroc, qui était autour de la mi-mars. Et donc, j'ai oublié de me présenter, je suis désolé, je m'appelle Hazim Spata, je suis dirigeant d'entreprise et donc membre du CJD depuis 2007, donc depuis 13 ans. Et passionnément membre du CJD depuis 2007 et heureux d'être membre du CJD depuis 2007. Et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir mon amie Aziza, Aziza Merci. Naïtsiba, qui est là. Merci beaucoup, Euh, Adil. et Aziza, avant de te présenter, en fait, Aziza est une amie, je peux dire une amie d'enfance parce que ça fait longtemps. Exactement. Et, euh, et, et ce qui me fait sourire, c'est que Aziza, de par son métier, est présentatrice, elle est rédactrice en chef chez France 24, donc elle a l'habitude d'interviewer les gens. Et donc, je suis content d'inverser les rôles, voilà. Donc, ne m'en tiens pas trop rigueur, Aziza. Mais au contraire, je pense que c'est un plaisir de se retrouver de l'autre côté aussi, en fait, et de sentir un peu plus le stress qui monte, donc ça peut être marrant. Euh, alors, on a sollicité, et moi personnellement, j'ai sollicité Aziza pour nous parler d'un sujet en particulier que je vais introduire tout à l'heure, mais c'est le sujet de la diversité. Dans le sens général, et puis on va peut-être faire un focus sur certains aspects de la diversité. Avant ça, si tu permets, Aziza, je vais prendre juste quelques mots pour te présenter. Donc, Bien je sûr. suis content de prendre cette position-là. Aziza, qui est beaucoup, se pose souvent la question de sa nationalité, Aziza qui est marocaine et qui a toujours vécu, enfin toujours, jusqu'à La ses moitié de ma 20 vie, à peu ans près. à 28 ans même. Casablanca. Ouais. Et qui est né au Maroc, qui a fait ses études au Maroc, qui a fait son début de carrière professionnelle au Maroc, et qui, à un moment donné, euh, a été, on va dire, séduite par la suite de sa carrière en France. Alors, je ne sais pas qui a séduit l'autre, je connais l'histoire, donc je sais que ça a été une séduction réciproque entre toi et la France à ce moment-là. Et Aziza, alors Aziza, au-delà d'avoir commencé sa carrière en tant que journaliste, elle est partie chercher chez Sciences Po un master. Et aujourd'hui, dans cette même institution, elle est enseignante. Elle enseigne le public speaking à Sciences Po. Elle a également dernièrement suivi un executive programme à Harvard sur le Women and Power. Donc, vous commencez à voir la thématique arriver. Et, euh, et à ses heures perdues, elle est présentatrice et rédactrice en chef sur France 24. Elle anime plusieurs émissions et particulièrement celle, je pense que celle par laquelle tu es le plus connue, c'est celle d'Aifo Messiera Exactement. sur France 24, où tu accueilles des personnalités et puis souvent des sujets d'actualité. Mm. Euh, et puis, Aziza également a plus d'heures que nous. Vous, comme un des mortels, vous en avez 24 heures dans la journée. Aziza en a plus parce qu'en plus, elle préside un cabinet qui s'appelle Lead Up, dans lequel justement, elle porte un certain nombre de sujets, elle accompagne un certain nombre de dirigeants dans des problématiques. Et je pense qu'Aziza, tout à l'heure, on pourra en savoir plus sur ton cabinet si tu veux bien. Très bien. Euh,
Aziza, est-ce que ça te dérange pas qu'on aille directement sur le sujet tout de suite? Non, non, absolument, allons-y. Et en fait, sur le sujet, on a voulu comme thématique principale la diversité comme étant un levier de performance. Et tous ceux qui sont autour j'allais dire autour de la table, en tout cas face à leurs écrans au moins, sont des dirigeants d'entreprise pour la plupart. Les membres du CJD, pour rappel, le Centre des jeunes dirigeants est une association à but non lucratif qui regroupe des dirigeants d'entreprise qui ont envie de se former, qui ont envie de grandir. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'apprendre, c'est qu'ils ont envie de comprendre les leviers de la performance. Et nous avons parmi l'une de nos marques, on va dire, de fabrique, et l'une des croyances que nous avons, c'est celle de ce que nous appelons la performance globale. Ce que c'est que la performance globale, globalement, c'est que pour qu'une entreprise soit performante, elle doit être performante sur plusieurs aspects en même temps, de manière inclusive. Alors, la première performance, évidemment, on a l'habitude de dire, c'est la performance économique, évidemment, c'est-à-dire, c'est ce qu'on retrouve au bas du bilan, c'est le résultat, en gros. Il faut que je gagne de l'argent, il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Et puis, un deuxième aspect de la performance, c'est ce qu'on appelle la performance sociale, c'est-à-dire, en gros, que je dois aller chercher, en tant que dirigeant, je dois aller chercher le bien-être, le bonheur des salariés, de cette partie prenante qui est extrêmement importante, mais des hommes, on a l'habitude de dire avec un grand F, évidemment, des hommes et des femmes dans le sens général, euh, et cela de manière intéressée. C'est-à-dire que si cette partie prenante importante est heureuse, l'entreprise performera encore mieux. C'est intéressé, sans être hypocrite. Euh, et, et puis, la troisième performance à laquelle nous croyons, c'est la performance sociétale. C'est-à-dire que chacune des entreprises a un certain nombre de parties prenantes autour d'elle, que ce soit ses fournisseurs, ou l'État, ou le territoire, etc. Et donc, le dirigeant d'entreprise a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de ces parties prenantes. Et puis, la quatrième performance, qui n'est pas des moindres, euh, c'est la performance environnementale, c'est-à-dire c'est l'impact de l'entreprise sur l'environnement dans le sens écologique du terme. Et donc, le dirigeant, au centre de tout ça, doit être conscient de ces quatre performances, de ces quatre piliers, et qu'il doit être performant sur les quatre en même temps pour que la performance soit durable. Et donc, là, je t'ai fait cette longue introduction à Aziza simplement pour te lancer sur ces valeurs managériales de la performance, sur le fait que quelle est la conscience, ou si tu devais aider le dirigeant à conscientiser un certain nombre de leviers, selon toi, quel levier ce serait? Bon, tout d'abord, merci pour ton introduction et puis surtout merci pour cette invitation qui me permet d'être là aujourd'hui, à défaut d'être là en personne, mais en tout cas on l'est dans le monde virtuel et je suis d'autant plus contente en fait de venir m'adresser à des jeunes dirigeants et en tout cas à des gens qui sont très intéressés par la question de la diversité sous diverses formes et divers aspects. Puisque je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui, on est en 2020 et on ne se contente plus d'une perspective militante. On est certes féministe, et je pense qu'aujourd'hui, toute personne normalement constituée devrait l'être, mais au-delà juste de défendre d'un côté militant, j'ai envie de dire, c'est d'expliquer en fait aujourd'hui à quoi ça sert en fait. Pourquoi est-ce qu'on défend la présence des femmes en entreprise? Pourquoi est-ce que c'est important aussi bien pour les entreprises que pour les États d'avoir plus de femmes à des postes plus importants, puisque dans certains domaines, on voit très, très souvent les femmes très nombreuses en bas de la hiérarchie, mais plus on monte en hiérarchie, moins on en voit. Donc aujourd'hui, tu l'as dit, Hazim, je pense que toutes les entreprises, et je pense même que pendant cette pandémie, c'est encore plus le cas, c'est qu'on repense tous notre manière de voir les choses. On repense tous notre manière de gérer aussi bien notre vie que nos entreprises. C'est votre cas en tant que dirigeants tous ici. Et donc, on tend tous, ce qui était déjà le cas avant, où on voyait des entreprises essayer de renouveler leur modèle économique. Aujourd'hui, c'est devenu une urgence. Et en fait, quelque part, ces modèles sont en train de se renouveler eux-mêmes beaucoup plus vite qu'on le pensait. Renouveler les modèles économiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers des modèles économiques moins prédateurs, mais exactement ce que tu disais, Hazim, à savoir des modèles économiques plus respectueux, aussi bien de l'environnement, de la terre que de l'humain.
Et quand on parle de l'humain, eh bien, on parle de femmes et d'hommes qui font justement cette force de frappe des entreprises. Donc, comment est-ce qu'on peut se renouveler et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se renouveler? Tout d'abord, on a besoin de se renouveler pour la simple raison qu'on a vu avec énormément de modèles que certains avaient quand même des limites. Et puis, si on parle par exemple de pays comme le Maroc, je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à doper un peu plus notre économie, à aller un peu plus haut dans notre croissance. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Eh bien, c'est de pouvoir avoir un peu tout le monde et pas juste la moitié de la société qui se mobilise pour ça. Et avoir des femmes est très important à tous les niveaux. Et on va parler vraiment un peu plus tout à l'heure. Mais en tout cas, aujourd'hui, replacer l'humain au centre de l'échiquier, c'est ça. C'est de replacer aussi bien les femmes que les hommes et de la même manière. Puisque est-ce qu'on dit qu'on apporte aussi quelque chose et qu'on doit être autour de la table? C'est même plus que ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes apportent au monde du travail des compétences et des perspectives différentes. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de ne pas rester juste dans l'entre-soi autour d'une table de conseil d'administration, de se ressembler et d'avoir à peu près des points de vue identiques, mais comment est-ce qu'on peut diversifier? Et la diversité, bien évidemment, est au sens large, puisqu'on parle de diversité de pensée, d'expérience, d'âge, d'éducation et de genre. Et puis ensuite, selon les cultures, si on parle un peu plus en Amérique du Nord, on va parler un peu plus d'ethnie, etc. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'on apporte des choses complètement différentes, mais qu'on a besoin de ces points de vue différents pour pouvoir avancer tous ensemble et qu'il faut le faire et on a besoin de le faire avec des hommes et des femmes, puisque les problèmes viennent par moments du côté des femmes et du côté des hommes, et ça, on ira un peu plus en profondeur là-dedans tout à l'heure. Mais en tout cas, on a besoin d'une approche de partenariat pour pouvoir lutter contre les discriminations et renforcer la place des femmes, mais surtout aussi casser les discriminations et casser en fait les plafonds de verre et les murs de verre en fait, qui font que soit vous n'arrivez pas à entrer dans une entreprise, soit vous n'arrivez plus à évoluer dedans. Donc voilà à peu près, je fais juste une petite introduction générale pour expliquer à peu près l'esprit en fait qui m'a aussi moi poussé à mon retour de mon executive programme à Harvard en 2018 à créer mon cabinet pour me dire eh bien au-delà du fait que je vais parler de diversité, que je vais la défendre un peu plus quand je reçois des invités où j'essaie de faire un équilibre entre les hommes et les femmes en cherchant toujours la compétence bien évidemment, mais je vais aussi essayer d'accompagner aussi bien des femmes que des entreprises qui veulent favoriser cette diversité en leur sein. D'accord. Donc l'idée, c'est de prendre conscience, ce que je comprends, il y a la moitié de la population, il ne faut pas l'oublier. Elle est capable de produire, elle est capable d'apporter. Tu ne dis pas plus, tu ne dis pas moins, mais autant que l'autre moitié habituellement, qui prend le lead habituellement, on parle des hommes. C'est exactement ça. Et je donne juste un exemple à chaque fois qui est très très simple, c'est de se dire si je ferme un œil, je peux voir, mais je rate beaucoup de choses. Donc, je peux effectivement voir, on avance. Et aujourd'hui, on est en 2020, il y a beaucoup de sociétés qui continuent d'avancer. Sauf qu'on avancerait certainement beaucoup plus vite en ouvrant les deux yeux. Et puis la différence, justement, quand tu prends cet exemple de cacher un œil, c'est que les deux yeux donnent la perspective, en fait. Donnent de la Exactement. perspective, donnent du relief aux choses, alors qu'un œil ne permet de voir qu'en deux dimensions. Exactement. D'accord. Et alors, cet aspect inclusif, donc finalement, donc ce que tu prends, c'est d'être inclusif sans aller chercher de la discrimination particulièrement. Mais est-ce qu'il faut en passer par là? Est-ce qu'il faut passer par c'est-à-dire prendre des dispositions, prendre des décisions euh, qui vont forcer ce côté inclusif, c'est-à-dire aller chercher de la discrimination positive, ou tout simplement juste le fait de prendre conscience et de laisser faire? Alors, j'ai envie de te dire, on est en 2020. Comment est-ce qu'on s'en sort avec la prise de conscience? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça suffit? Ça fait 2020 ans à peu près. Je ne pense pas qu'on soit vraiment au bout de notre peine. Non, je pense que quand tu parles de la discrimination positive ou des quotas, etc., bien évidemment qu'on n'est pas, que c'est un sujet qui est un peu touchy, c'est pas forcément évident, mais il y a des moments où c'est nécessaire, mais pas suffisant. Donc, il faut d'un côté continuer à sensibiliser, montrer justement pourquoi est-ce que c'est important, en quoi c'est intéressant, puisqu'on a vu même dans des entreprises, il y a beaucoup de chiffres et d'études qui ont été faites dans des entreprises où la diversité de genre a été imposée comme stratégie.
la hiérarchie, au top de la hiérarchie, on a dit c'est bon, il faut féminiser, etc. Et on s'est rendu compte quelques années plus tard que ça n'a pas avancé tant que ça. Il y a plusieurs études qui ont été faites par McKinsey aux États-Unis qui l'ont vraiment démontré. Il y a des milliards qui sont chaque année partent dans, alors c'est très très à la mode un peu partout dans le monde. Hein. On parle de formation au leadership féminin, on parle de diversité dans le management, on parle de pas mal de choses et on se rend compte que ça marche pas. Pourquoi? Parce que quand c'est juste imposé, ça ne marchera pas. Par contre, pour créer une conscience collective de l'intérêt, il faudrait tout d'abord que ça soit pas juste quelque chose qui est imposé d'en haut, mais qui soit à tous les étages. Et puis, parfois, oui, passer par des quotas, bien évidemment. On l'a vu en France, par exemple, on parle de 40% dans le conseil d'administration des hommes. C'est pas pour autant que les sociétés se sont cassées la gueule, excusez-moi le terme, parce qu'à chaque fois, on dit, oui, mais attendez, on ne va pas imposer des femmes pour imposer des femmes. L'idée n'est pas d'imposer des femmes pour imposer des femmes. Quand on parle de certains quotas, en tout cas dans certaines situations précises, c'est surtout pour dire quand on voit qu'on est en train de taper dans un mur. Ça n'avance pas, on essaie de faire la sensibilisation, on essaie de faire beaucoup, beaucoup de choses, mais on voit que les mentalités, et c'est normal, les mentalités sont très, très dures à déplacer, mais on veut aller un peu plus vite pour le bien de nous tous. Et aujourd'hui, même quand on parle, par exemple, de féminiser les équipes, moi, souvent, on va me dire, oui, mais il ne faut pas regarder le sexe ou le genre, il faut penser en termes de performance. Mais personne n'a dit qu'il ne fallait pas penser en termes de performance. C'est même sexiste de dire que quand on dit il faut féminiser, on nous rappelle la performance, comme si en fait, il n'y avait que des femmes incompétentes à apporter autour de la table. Et comme si, par contre, cette question-là, on ne la pose absolument pas quand on a un conseil d'administration ou une hiérarchie qui est 100% masculine, comme si par miracle, elle était 100% compétente, ce qui n'est pas le cas. Sinon, on ne verrait pas tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises. Donc, oui, compétence, certes. Et puis aussi, d'un autre côté, il faut cette inclusion, parce que la diversité a été très à la mode pendant longtemps et beaucoup de sociétés, comme j'ai dit, ont fait beaucoup de choses, aussi bien pour montrer des budgets de formation qui allaient pour la diversité, et de l'autre côté, on va recruter un peu plus de femmes, etc. Mais si vous faites un audit un peu plus tard pour voir comment est-ce que ça évolue, on ne voyait pas beaucoup de ces femmes monter dans les hiérarchies. Et quand on fait ce qu'on appelle le gender auditing, et on va y revenir éventuellement tout à l'heure, c'est que quand on regarde la diversité, c'est une bonne chose. L'inclusion est encore plus importante. C'est que vous recrutez des femmes, certes, mais est-ce que ces femmes se sentent vraiment dans leur environnement à l'intérieur? Est-ce qu'à l'intérieur, on combat les propos sexistes, misogynes, etc. Est-ce qu'une fois qu'elles sont recrutées, elles arrivent à être promues puisque leur manager arrive à reconnaître leur travail et à ne pas… Aïssa, tu t'adresses à des dirigeants d'entreprise. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils entendent une blague, ils doivent dire stop, cette blague, c'est pas, il faut arrêter cette blague. Absolument. Il n'y a pas que ça, mais absolument. Je pense aujourd'hui, je vais vous donner un exemple d'une expérience qui a été faite en Grande-Bretagne, où il y a eu justement une association qui avait été créée pour défendre un peu la parité. Et puis on avait dit dans une grande réunion dans une entreprise, on a donné des petits drapeaux rouges à toutes les femmes qui étaient présentes. Et on a dit, dès que vous entendez un propos sexiste ou un propos misogyne qui vous dérange, vous levez le petit drapeau. Et on s'est rendu compte en fait que le petit drapeau était levé tout le temps. Parce que quand on a peu de femmes dans une réunion, on a peu de femmes, donc on a un environnement plutôt masculin. Du coup, on va avoir des réflexes plutôt masculins, même avec des blagues. Je ne dis pas forcément aller forcément dans la vulgarité ou autre chose, mais en tout cas, on va avoir des propos où on va se marrer un peu plus sur la robe de la voisine, on va parler un peu plus de comment X ou Y était habillé, etc., etc. Donc, oui, les propos sexistes à bannir, oui. Avoir aussi des stratégies, des politiques clairement identifiées, anti-harcèlement sexuel, anti-harcèlement moral, et qui soient clairement identifiées en entreprise. Ça veut dire que vous avez des affiches, vous savez quelle est la procédure à suivre. Si vous êtes harcelé, vous savez quoi faire. Ça, c'est quelque chose à mettre en place. Et puis, je vais vous donner aussi un autre exemple. C'est plus parlant avec des exemples, mais j'ai été reçue dans une grande entreprise récemment, juste avant le confinement, où ils avaient un grand problème sur la promotion des femmes et ils voulaient qu'on réfléchisse ensemble un peu à une stratégie justement où je peux les conseiller pour voir comment faire. Je suis arrivée, c'est une très grande boîte de BTP et entre la porte et la salle de réunion où je suis arrivée, j'ai été reçue par un homme et une femme et je leur ai dit, mais en fait, en passant dans tous les couloirs, je ne voyais que des photos de mecs. Je voyais que des hommes sur les chantiers. Je ne voyais que des hommes dans les bureaux. Je voyais en termes de photos. Donc, en termes de communication affichée, on était clairement dans une communication masculine. Donc, tout ça, c'est des petits détails qui sont importants. En tant que dirigeant, par exemple,
un des outils qui peut être magnifique pour vous, parce que la question se pose, est-ce que je suis discriminant? Est-ce que j'en fais assez pour la diversité? D'accord? Puisque même, est-ce que je suis discriminant? La question est un peu plus délicate, puisqu'il y a de la discrimination inconsciente, et il y a des biais inconscients qui sont un peu plus délicats à découvrir. Mais en tout cas, vous avez ce qu'on appelle le gender auditing. Le gender auditing est un audit de genre qui vous permet de regarder dans votre stratégie, dans votre communication, dans vos process de recrutement, comment est-ce que les femmes et Alors, les hommes sont traités et est-ce qu'ils alors sont traités de la même manière? juste avant, Aziza, justement, je pense que toutes les personnes qui se sont inscrites à ce temps, à ce CJD, ont dû passer par un questionnaire sur Zoom dans lequel on a posé une question qui est assez simple. Et la question, ça a été, alors je retrouve le texte précis de la question. La question disait, quelle est votre politique en matière de diversité, de non-discrimination et d'égalité des chances? Et donc, je vais vous dire les réponses. C'est assez curieux parce qu'en vérité, il y avait le choix de réponse entre trois. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y avait une espèce de gradation. Et le niveau 1, c'était nous respectons la législation en vigueur, mais nous ne considérons pas la diversité comme un objectif de l'entreprise. Donc, en gros, c'est le SMIC. Euh, et puis, réponse numéro 2, nous veillons à intégrer ponctuellement des profils plus divers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un côté action, mais ce n'est pas processé. Et puis, la troisième niveau de réponse, c'était nous affichons clairement notre volonté à diversifier nos ressources humaines à tous les niveaux, en termes de recrutement, de formation, etc., parmi toutes les populations. Donc, on est dans l'exhaustivité. Et nous avons signé une charte qui va dans ce sens. Alors, les niveaux de réponse, c'est rigolo, en gros, des réponses, c'était 1, 2, 3. Ben, c'est la réponse 2, elle a eu 50%, c'est-à-dire en gros que oui, de temps en temps, on fait quelque chose. Et puis, il y a l'autre moitié, il y a un quart qui a répondu, ouais, on fait le SMIC, mais on ne fait pas plus, donc il est conscient qu'il ne fait pas assez. Et puis, Ouais. l'autre quart qui dit, ouais, chez nous, c'est processé, on a signé une charte, etc. Je ne sais pas, bon, évidemment, cette action de réponse est tout à fait volontaire et déclarative, mais est-ce que c'est représentatif de ce que tu connais comme entreprise? euh, Alors, la deuxième réponse où il y a eu 50%, c'est celle où on fait un petit peu De temps et en bon, temps, voilà, voilà. ponctuellement, on fait Ouais. quelque chose quand on y pense, en fait. Alors, en France, je pense qu'il y a un peu plus qui affiche en fait aujourd'hui, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'était un peu plus trendy ces dernières années, etc., qui l'affichent dans leur RSE, qui l'affichent dans leurs actions, dans leur communication. Aujourd'hui, les entreprises font très attention à leur communication et la diversité de genre est très sympa à afficher finalement dans une communication. Et en fait, on aurait pu rajouter dans ton sondage un quatrième point qui aurait été intéressant, c'est de dire, vous faites des choses, mais est-ce que vous faites l'évaluation de ce que vous faites après? Puisqu'on peut avoir énormément d'argent sur la table pour afficher cette diversité, mais est-ce qu'elle est effective? C'est là où le bas blesse par moment. Et c'est là où il y a encore un problème, même en France. Hein. Il y a beaucoup de sociétés, et par exemple, cette grande société de BTP à laquelle j'ai été, mais c'est des milliards qu'ils mettent quasiment sur la question de la diversité, de l'inclusion, etc. Et pourtant, quand j'ai regardé sur le conseil d'administration, sur 14 personnes, j'avais 2 femmes. Donc, on en fait un peu plus bas, mais en haut, ça pose toujours problème parce qu'on a un peu envie de rester entre nous. Et d'ailleurs, très généralement, les femmes que vous allez retrouver sont à la communication, sont au marketing, sont en RH. Voilà. Donc, vous les trouverez un peu moins en finance, un peu moins en juridique, quoique maintenant ça commence un petit peu, certainement pas comme vice-présidente et encore moins comme présidente. Donc, il y en a quand même beaucoup moins. Et la diversité de manière générale, et c'est aussi pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est très important que des managers, en fait, d'ailleurs, par exemple, quand une entreprise me pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire, ma première question est de dire, est-ce que votre top management est au courant? Est-ce qu'ils vont être inclus dans les efforts que vous allez faire ou pas? Parce que si le top management n'est pas inclus, on ne va pas s'en sortir. Parce que finalement, on va s'en sortir peut-être éventuellement en bas un peu de l'échelle, mais plus haut, pas du tout. C'était aux États-Unis, me semble-t-il, où on voyait qu'il y avait plus d'entreprises dans les 500 Fortunes. Il y avait plus de mecs qui s'appellent John que de femmes. Donc, si tu veux, on est vraiment dans l'entre-soi. Donc alors évidemment, comme dans toute politique qualité, on vous dit est-ce que la direction porte cette politique? Ça veut dire ce que tu es en train de dire, c'est que le top management doit porter cette conscience. Et encore une fois, tu t'adresses aux dirigeants. Mais ce que je comprends également, c'est qu'il y a un aspect exemplarité.
C'est-à-dire que Absolument. dans le board, dans le conseil d'administration, dans le comité exécutif, dans le comité de direction, etc., il doit y avoir cette diversité. Et ensuite, cette diversité ruisselle. Exactement. D'ailleurs, en fait, quand on parle de diversité, il faut vraiment que ça soit intégré comme concept. De fait que quand vous êtes un recruteur même, au RH ou le patron ou peu importe, vous recevez du monde et puis dans votre équipe, bah, vous avez 10 hommes et une femme, par exemple. Et ben, à un moment, si vous l'avez vraiment intégré, la notion de diversité, la prochaine fois que vous aurez deux profils hommes-femmes équivalents à compétences équivalentes, vous allez vous dire, je vais prendre la femme parce qu'il va falloir féminiser quand même les équipes. Et là, je parle bien de compétences égales. Je ne dis pas d'aller chercher des femmes pour chercher des femmes. On ne cherche pas à être des plantes vertes dans les bureaux. Mais à penser à cette histoire de féminiser en se disant c'est pas non plus juste pour avoir des femmes, c'est pas pour faire plaisir aux femmes, c'est pour gagner en performance, c'est pour gagner en innovation, c'est pour gagner en croissance, c'est de l'argent. La Je, diversité de je vais genre te est provoquer, génératrice Aziz. de ressources. Je vais Oui, te provoquer, Aziza. Tu as dit deux profils en théorie égaux, parce que c'est évidemment l'égalité n'existe pas parfaite, mais un homme et une femme, deux compétences égales. Ce que toi tu dis, c'est privilégier la femme. Moi, j'aurais cru que tu dirais euh, aller chercher cette compétence de plus que l'un ou l'autre, qu'il soit homme ou femme. je rappelle que j'ai dit privilégier la femme si vous avez des équipes qui sont à 90% d'hommes. Donc il y a un moment, il va falloir quand même y aller, quoi. Donc, il faut C'est aller dans le quota. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le quota est nécessaire quand on se retrouve dans des situations où on tape dans le mur et on n'y arrive pas. Si vous avez aujourd'hui 90% de votre force de frappe qui est toute masculine, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça ne peut pas être un manque de compétences féminines. Aujourd'hui, en 2020, je ne peux même pas entendre cet argument. Je pense qu'il y a un moment où il faut se poser et évaluer ce qu'on fait, évaluer les compétences qu'on a et y aller. D'autant plus qu'il y a une difficulté d'ailleurs, souvent quand on se retrouve, par exemple, une femme, quand elle se retrouve à un poste à responsabilité, on lui fait porter la responsabilité de son genre. C'est-à-dire que si elle se rate dans un poste, on va dire, ah ben, vous voyez, on n'y arrive pas. C'est difficile de trouver des femmes. Alors qu'un homme, quand il se rate, il s'est raté tout seul. On ne dit pas que les hommes sont nuls à ce poste-là, on dit que celui-là a raté et encore on va être un peu plus sympa en se disant bon bah sur ce coup-là il n'a pas été très bon. Mais aujourd'hui je pense que intégrer, si vous avez une entreprise où 90% ou 80% de vos salariés sont des hommes, posez-vous la question, oui. Et si le fond passer par les quotas, faites-le. Mais je ne dis pas qu'il faut se dire il faut 10%, 20%, 30%, mais qu'il y a un moment dans le processus de recrutement, il faudra y penser et se dire qu'on prend un peu plus de monde. Je vais vous donner juste une des raisons, on ira un peu plus sur les autres et je te rends la parole. En 2010, il y a une étude qui a été faite par le Centre pour l'intelligence collective de MIT et qui avait montré en fait que quand on a un groupe de gens avec des intelligences de différentes formes et de différents, disons des expertises différentes, ces gens-là peuvent travailler mieux ensemble que même si on les prenait tout seuls, chacun de son côté. Et qu'en fait, plus vous avez des profils diversifiés, mieux c'est en termes de performance après. Et tout ce qui est la pertinence de ce travail collectif est multiplié justement. Donc, tu vois, c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est des chiffres qui parlent et pas juste voilà, une approche militante, encore une fois. D'accord. Je t'ai interrompu au moment où tu parlais de l'audit, c'est-à-dire est-ce qu'il faut lancer des Oui, audits? Est-ce que quand tu oui. parles audit, ça veut dire derrière label, certification, ou alors c'est ce que tu entends par audit, c'est je demande à mon département RH ou je le fais moi-même, je prends un bout de papier et je compte le nombre d'hommes et de femmes que j'ai Non, dans chacun des postes. non, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ça. Il y a des cabinets aujourd'hui qui font le gender auditing. Donc, vous pouvez avoir un réel audit. C'est un audit de genre qui permet en fait de déterminer réellement en fait l'impact et l'intégration de l'égalité des sexes dans la stratégie de la société. Vous allez avoir d'un côté, vous allez compter les gens, mais ça tout le monde peut le faire. Vous regardez une photographie de votre organigramme, mais vous pouvez aussi effectuer des sondages participatifs de tout le monde. Vous faites des discussions de groupe. Il y a d'ailleurs des outils qui ont été faits par l'Organisation internationale du travail pour aider les entreprises là-dessus. Mais le mieux, c'est de pouvoir s'appuyer sur un cabinet extérieur pour la simple raison qu'ils auront la distance nécessaire pour pouvoir vous apporter cette image-là. Et puis, c'est pas juste compter les hommes et les femmes, c'est voir comment les femmes se sentent dans cette entreprise, voir au niveau de votre budget, ce qu'on appelle la budgétisation sexo-spécifique,
c'est le gender budgeting, qui vous aide aussi à savoir est-ce que vous dépensez la même chose pour un homme que pour une femme en termes de salariés, aussi bien en formation, aussi bien en loisirs par moment, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est un audit qui est fait vraiment en long et en large et qui vous permet d'avoir la perception de la direction et de toutes les strates en fait de votre hiérarchie, la perception de votre personnel, entre autres les femmes, mais les femmes et les hommes d'ailleurs, de comment est-ce que les hommes le sentent et comment les femmes se sentent dans cette entreprise. Et aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, c'est aussi la perception de vos clients, puisqu'aujourd'hui, on parle de réputation de l'entreprise. On parle c'est une stratégie de communication, mais c'est important de savoir l'impact après, comment est-ce qu'il est fait de l'autre côté et comment est-ce qu'il est perçu par les gens. Et je dis souvent d'ailleurs aux femmes que vous êtes aussi consommatrices et qu'on a un pouvoir incroyable entre les mains pour pouvoir peser demain. Et de plus en plus, on voit des études et on voit des choses qui vont nous montrer quelles sont les entreprises qui vont respecter un peu plus la diversité. Vous pouvez faire le choix en tant que consommatrice, de ne travailler qu'avec ces entreprises qui affichent justement ce respect de la diversité et surtout de l'inclusion. Alors, je peux te parler d'un témoignage cette fois. C'est un témoignage en tant que dirigeant d'entreprise. Il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans, j'ai demandé à notre département RH de me dire, en oubliant les noms, fais-moi une colonne homme, une colonne femme, montre-moi les salaires en fonction de l'ancienneté, en fonction de... Et il y avait une différence effectivement. Pas, on va dire que s'il y avait une hiérarchie, considérant que c'est une pyramide, disons que le bas de la pyramide, les salaires se ressemblaient à peu près, quel que soit le genre, et plus on montait dans la hiérarchie, et plus les salaires étaient différenciés. Après, ces salaires étaient différenciés, s'expliquait souvent par les postes qui étaient occupés. C'est-à-dire, à poste égal, les salaires n'étaient pas différenciés. Et je ne sais pas, à tort peut-être, j'ai demandé en fait au comité de direction et particulièrement aux ressources humaines, je leur ai dit rendez-vous dans 1 an et j'ai donné une date. Je voudrais revoir ce tableau et je voudrais qu'il y ait une égalité ou au moins des explications quand il y a des inégalités. Et je suis très fier de le dire parce que cette année, à l'occasion du 8 mars, c'est la commémoration des droits de la femme d'ailleurs et non pas, Et pas la journée de non la femme, merci. pas la journée de la femme. Oui, mais non, mais j'ai beaucoup insisté sur ça cette année. Ce sont les droits de la femme. Et je suis très fier de dire que nous avons les seules explications étaient dans l'ancienneté en fait, à poste égal, c'est-à-dire entre genres, il n'y avait de différence que quand il y avait une ancienneté. Donc oui, je suis en train de dire ça, c'est-à-dire c'est utile d'aller chercher dans ces statistiques, d'aller chercher dans de faire quelques calculs, ne serait-ce qu'un Très audit important. de soi-même. C'est En fait, c'est d'autant plus important, Hazim, pardon, c'est d'autant plus important que les femmes qui vont être dans votre entreprise se sentiront déjà un peu mieux incluses justement dans une entreprise qui se pose la question, qui a envie de mieux faire, qui a envie de regarder ce qui se passe et de faire mieux quand on peut. Tu vois, c'est là où c'est important. C'est pour ça que le gender auditing vous aide à arriver en bout de chemin à une intégration transversale justement de la question genre, aussi bien dans votre politique, dans votre stratégie, dans votre communication que dans vos budgets. Quand tu regarderas demain tes affiches, si tu vois qu'il y a plus de... C'est comme dans les publicités, quand on voyait beaucoup avant, toutes les publicités de lessive étaient faites par des femmes, on voyait les trucs de foot, c'était que des hommes, etc., etc. Et tout ça, c'est en train de changer, puisqu'il y a des gens qui le dénoncent, et ça, c'est important, et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais je pense que dans les mentalités aussi, selon les cultures, etc., on dénonce un peu moins, et puis alors on se dit, on va pas trop se mettre en avant, vaut mieux travailler, puis on verra mon travail, et puis mon salaire va évoluer, etc. D'ailleurs, on le voit sur les négociations salariales, un peu partout dans le monde. Hein, les hommes négocient beaucoup plus leur salaire à l'entrée d'un poste, beaucoup moins les femmes. Ce Oui, qui explique par moment, d'ailleurs, certaines disparités dans les salaires. et ce qui peut expliquer, ça a été un des commentaires, on le voit dans le fil de discussion, la raison pour laquelle on peut avoir des entreprises qui ont plus de femmes que d'hommes, simplement parce que les femmes sont Oui, plus facilement exactement. négociables. Alors, il y a une Ben question, oui. il y a une question qui est posée sur le rôle social de la femme, en fait. Et ce rôle social de la femme qui n'est pas dans cette volonté peut-être, enfin volonté, je ne sais même pas si c'est volontaire, mais d'égalité face au travail, on oublie ce rôle social de la femme, et cette femme qui a souvent plusieurs rôles, qu'elle joue, dans la réalité, elle joue plusieurs rôles. L'organisation du travail ne prend pas en considération, le concept du Oui. travail ne prend pas en considération ces plusieurs casquettes. En Quel est fait, ton avis sur ça?
c'est pas seulement que très souvent les entreprises ne vont pas prendre justement, vont pas considérer cette question-là, mais vont même la pénaliser en fait. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le motherhood penalty, où c'est pénaliser des mamans ou des futures mamans. Parce qu'on se dit dans un poste, oui, mais enfin, là, elle a entre 30 et 40, elle risque de vouloir faire des enfants. Je vais me retrouver avec une femme qui va s'absenter pendant quelques mois en congé maternité. Donc, est-ce que je vais vraiment prendre une femme? Ou on se retrouve d'ailleurs avec des propos qui sont assez graves en entretien d'embauche où on peut poser la question à une femme qui ne viendrait jamais à l'esprit pour la poser à un homme. Est-ce que tu comptes faire des enfants? Ou est-ce que tu as un projet d'enfant dans les 2, 3 prochaines années? Et ça, du coup, c'est très discriminatoire et ça existe partout dans le monde. Mais à côté de ça, il y a des entreprises qui ont compris et qui ont, encore une fois, quand on intègre la diversité de genre dans sa stratégie, on y pense et on trouve des solutions. On trouve des crèches d'entreprise, Alors on trouve justement, il y a du une question sur les télétravail. best practices. Est-ce que tu peux aller sur, encore une fois, tu t'adresses à dirigeants, vraiment, va sur les outils. Crèche d'entreprise, Alors, pour les quand on est une outils, petite entreprise, c'est plus compliqué. bien sûr. Quand- Alors, C'est-à-dire, dans la diversité des entreprises, en face de toi, il y a des entreprises qui ont 500, 600, 700 salariés, mais comme des entreprises qui ont 5, 6 salariés. Pour finir avec la question de la maternité, un des outils qui est très simple, bien évidemment, c'est d'essayer d'aider à trouver des solutions, par exemple, de crèches, à soit des crèches d'entreprise quand on est une très grande entreprise, soit des places en crèche municipale, ça arrive aussi quand on est des plus petites entreprises. C'est aussi de favoriser quand on peut le télétravail, surtout au début après un retour en maternité. C'est de trouver aussi, et ça existe, il y a beaucoup de cabinets, par exemple, de leadership féminin qui accompagnent les femmes à leur retour de congé maternité pour qu'elles se ressentent un peu à leur endroit, ne pas les discriminer quand il s'agit, par exemple, quand on pense à une femme pour une promotion ou un bonus de fin d'année, ne pas se dire juste elle était absente pendant 3 mois, mais de l'évaluer sur les 9 autres mois, les 9 autres mois, pardon, où elle était là, où on a vu son travail, etc. C'est de pouvoir l'accompagner et faire du télétravail quand on peut, etc. etc. Ça, c'est des choses très simples sur la maternité, par exemple. D'un autre côté, les best practices, je le disais tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui est question de process RH quand on a un problème de discrimination, par exemple, ou quand on a un problème de harcèlement, il faut que ça soit clairement placardé dans les murs de l'entreprise pour que tout le monde le sache. Il faut qu'on fasse attention à notre communication, nos brochures de communication, par exemple. Comment est-ce qu'on présente les choses? Est-ce qu'on voit que des hommes ou est-ce qu'on voit des hommes et des femmes? Ça, c'est très important. On l'a vu récemment, on a vu fleurir pas mal de webinaires, par exemple, où c'est des panels que j'appelle les manels parce qu'on voit que des mecs. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles on peut très facilement faire attention. Et si Ce que vous je êtes une grande entreprise, oui, Oui, vas-y. juste parce que tout à l'heure, ce ce qui m'a frappé, c'est cette histoire de perception. Et un dirigeant, Oui. souvent un dirigeant, et peut-être même que le dirigeant soit homme ou femme, n'a peut-être pas conscience de ces clichés ou Oui. n'a peut-être pas conscience des choses qui sont discriminantes à l'égard des femmes. Est-ce qu'une idée peut-être serait de nommer, je vais dire un gros mot, la féministe en chef dans l'entreprise? C'est-à-dire, on va désigner quelqu'un en lui disant, s'il te plaît, toi, essaie de porter ce regard de tout le temps, quand tu te promènes dans l'entreprise, porte cette responsabilité. J'en suis incapable. Je suis biaisé par Mais mon éducation. un DRH est censé faire ce travail, hein. Un DRH est censé faire ce travail parce que c'est les ressources humaines et pas juste les hommes, quoi. Mais il y a des entreprises qui ont créé des postes justement de responsable diversité, par exemple, qui existent et qui peuvent faire ce travail-là. Et c'est pour ça que je dis, au moins, si on n'y arrive pas, faire ce gender auditing. Je ne dis pas forcément une fois par an, mais une fois tous les 5 ans, mais en tout cas faire ce point-là et analyser en profondeur ce qu'on fait, nos pratiques, notre communication, notre stratégie, et se dire, si on a vraiment envie de faire changer les choses, se dire qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce que je peux le changer. Parce que normalement, l'audit de genre, quand il est fait, on vous fait une image de ce qui se passe, on vous dit quelles sont les bonnes pratiques que vous faites déjà, et on vous propose des recommandations pour que ça aille un peu mieux. D'accord. Et donc, je pourrais avoir un responsable diversité dans l'entreprise qui ne soit pas à temps plein. C'est-à-dire la personne qui Oui, est en charge une personne qui est en charge de la production ou des chantiers peut en plus avoir ce regard supplémentaire. mais complètement, complètement. Comme vous pouvez faire appel à Un des gens en cabinet extérieur. extérieur. Alors, il y a des questions, les questions qui tombent sont souvent pour justement diversifier la diversité. Et Oui, nous avons beaucoup parlé de l'approche genre, effectivement, mais il y a d'autres diversités en entreprise. oui, Souvent, l'entreprise recrute, le dirigeant recrute des gens qui lui ressemblent parce qu'il leur fait confiance, souvent. Est-ce qu'il oui. y a
Euh, on nous dit que l'innovation, par exemple, est meilleure quand on est différent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise? Alors, l'innovation, c'est un des critères aujourd'hui qui fait qu'on, quand on parle de diversité de manière générale et de son utilité, en fait, on dit qu'aujourd'hui, l'innovation est un prérequis justement de la croissance et donc de la performance. Et pour être plus innovant, il faut qu'on apporte des choses différentes autour de la table. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on parle aussi bien de diversité de pensée, de diversité d'éducation. On ne va pas aller choisir juste des gens qui ont fait la même école que nous ou les mêmes études, le même parcours que nous. Comme une diversité d'expérience, ça vous permet d'avoir des seniors, des plus juniors, des jeunes, des moins jeunes, ou la diversité de genre. Donc, toute cette diversité-là nous permettent effectivement d'apporter des points de vue et des analyses différentes qui vont enrichir en fait ce qu'apporte cette société, puisqu'aujourd'hui, il ne suffit pas juste de faire le meilleur produit ou de faire le… C'est comment ce produit va être perçu, comment notre travail va être perçu. Et là-dessus, je voudrais juste donner quelques chiffres. Et là, pour le coup, je regarde pas généralement, j'ai pas de notes généralement, mais là-dessus, je l'avais vraiment noté. C'est un rapport de 2015 qui s'appelle Diversity Matters. Et ça, c'est McKinsey qui l'avait fait, McKinsey & Company, qui sont connus pour leur rapport sur la diversité. Ils ont étudié 366 entreprises cotées et dans différents secteurs d'activité, aussi bien aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Amérique latine. Et la question a été de voir qu'apporte la diversité à ces entreprises, en fait, ces grandes entreprises. Et là, on s'est rendu compte que dans les entreprises avec un haut niveau de diversité raciale et ethnique, donc on n'est plus vraiment dans le genre, elles sont 35% plus à même d'avoir des résultats financiers supérieurs au niveau médian de leur activité. Donc on est à 35% de plus quand on a plus de diversité ethnique. Et les entreprises avec un haut niveau de parité, donc là on est dans la diversité de genre, on est arrivé qu'elles sont 15% plus à même d'avoir des résultats financiers supérieurs au niveau médian de leur secteur. Donc aujourd'hui, toute diversité, toute chose qui va faire qu'on va arriver à cette intelligence collaborative, à cette intelligence de groupe qui n'est pas juste expertise plus expertise, mais une intégration d'une expertise globale et générale. C'est ça qui fait avancer les entreprises et qui les fait avancer sur leur chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui le montrent. C'est la même chose pour les États et pour les pays où on parle de doper le PIB des pays. Quand on voit plus de diversité, on le voit. Alors, malheureusement, on a encore, moi je me rappelle très bien d'un gouvernement marocain juste après le printemps arabe, où on avait vu une femme sur tout le gouvernement, par exemple. Et ça, bon, c'est pas très, finalement, ça gêne à peine. Mais en fait, c'est très, très problématique. C'est très problématique parce qu'encore une fois, on va se retrouver entre nous à penser la même chose. Alors, il y a quelques années, c'était l'OCDE qui avait fait un rapport là-dessus, un rapport sur la diversité et en quoi est-ce qu'elle est intéressante en termes de chiffres. C'est un facteur de développement économique aujourd'hui, ça a été prouvé. Et là-dessus, je vais vous donner aussi un chiffre. Une diminution de 50% de l'écart femmes-hommes en termes de taux d'activité permettrait d'accroître le PIB de 12% en 20 ans. C'est quand même énorme. Alors, pourquoi est-ce que ça va? C'est très simple, hein, et les raisons sont assez simples à expliquer. C'est que quand vous allez avoir plus de femmes sur le marché du travail, bon, déjà, il va y avoir plus forcément de productivité. Ça va d'ailleurs permettre à tout le monde de gagner, même en salaire, les hommes et les femmes, puisqu'on produit mieux et plus. Puis quand vous allez avoir plus de femmes en poste de décision, ben on va innover plus, comme je le disais tout à l'heure. Donc, encore une fois, là, c'est du gagnant-gagnant. Et on a regardé en France, on s'est rendu compte qu'il y avait un coût économique à la discrimination. C'est-à-dire que quand on ne respecte pas la parité, ça nous coûte de l'argent. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2016 en France. Je finis là-dessus comme chiffre. Et on s'est rendu compte effectivement que la réduction des discriminations d'enfants objets des femmes et les minorités, donc de manière générale, hein, permettra à l'économie française de faire un bond de 150 milliards d'euros, soit 7% de PIB. Ça fait beaucoup. Oui, donc il suffit Mais au-delà, en fait, d'intégrer. je voudrais vraiment qu'on bascule. Nous avons beaucoup parlé de la diversité homme-femme et j'ai envie de dire ça ne devrait même plus être un sujet. Ça ne devrait même plus être un sujet. Et c'est de la diversité culturelle sur laquelle je voudrais te lancer, Aziza. C'est-à-dire, Oui. c'est la diversité, tu as parlé de la diversité ethnique. Je ne sais pas si dans un pays comme le Maroc, on peut parler d'ethnies différentes pour pouvoir parler de diversité ethnique.
on pourrait, parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont auto-centrées sur leur propre culture. Euh, on a beaucoup, des fois, c'est on va dire des visions régionales de la culture. Euh, mais également, est-ce qu'on peut aller sur, je vais le dire en caricaturant, bien sûr, c'est-à-dire une entreprise où tout le monde est grande taille, il faudrait qu'ils pensent à ramener des gens de petite taille, ou alors des personnes qui courent vite, il faudrait qu'ils pensent à ramener des personnes qui sautent plus haut. Enfin, je le dis évidemment, c'est la caricature et c'est juste pour la blague, mais euh, des personnes différentes. Se poser la question d'aller chercher des personnes différentes, différentes de soi. Mais absolument. Et d'ailleurs, les derniers chiffres que je t'ai donnés, c'est vraiment des chiffres qui ne parlent pas juste des femmes, hein, qui parlent de diversité de manière générale. Et le FMI va plus loin encore en parlant de 35% de PIB en plus sur les 20 prochaines années. C'est en respecter la diversité au sens large, hein, dans les pays. Moi, je pense effectivement que quand on parlait de best practice, par exemple, c'est le recrutement, en fait. Sur le recrutement, il y a vraiment un grand challenge pour les entreprises. C'est quand on va commencer à faire des recrutements un peu plus à l'aveugle, quand on va essayer de chercher vraiment dans les profils différents et pas ceux qui sont un peu dans un effet miroir, c'est ça qui pourrait nous faire évoluer. Et je suis complètement d'accord que tu parlais de diversité culturelle, mais c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, une diversité d'éducation. C'est un peu lié. C'est-à-dire qu'on va pas, moi j'ai fait Sciences Po, je vais pas aller chercher que des gens de Sciences Po à recruter, alors que c'est la facilité, c'est ce que les gens vont faire. Il faut essayer d'aller chercher des gens qui viennent du public, des gens qui viennent du privé, des gens qui viennent d'âges différents aussi, parce que souvent, quand on va être, par exemple, dans une start-up ou une jeune entreprise, on va être entre jeunes, on va essayer de recruter des jeunes, alors que vous pouvez très bien gagner énormément avec l'expertise d'une personne senior. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut penser. Alors, certes, c'est un peu plus difficile de parler de diversité ethnique au Maroc, quoique, tu as raison, parce qu'il y a la question de la régionalisation quelque part qui se pose, mais il faut intégrer le fait de chercher des choses différentes, des profils différents. Là encore, des quotas, de la discrimination positive. Par moment, c'est difficile parce que autant, par exemple, parler des hommes et des femmes, c'est un peu plus facile, mais comment veux-tu faire après, derrière, pour dire tu vas pas faire 10% de Fassi et 15% d'Amazir. C'est un peu plus compliqué, si tu veux, sur ce genre de profil. Mais en tout cas, le quota, si tu veux, c'est un moyen parmi d'autres. Mais moi, je dis, si on ne veut pas arriver au quota, il n'y a pas de problème. Mais soyons un peu plus sérieux dans notre démarche et soyons proactifs pour essayer de trouver de réelles solutions et l'intégrer en se disant, il ne faut pas sentir qu'on est attaqué. C'est aussi pour ça que j'ai commencé au départ par dire, ce n'est pas les hommes contre les femmes. Au contraire, je pense qu'on a tous besoin les uns des autres pour en fait, faire équipe ensemble. Donc aujourd'hui, s'il faut en arriver par les quotas, parce qu'il y a des entreprises où c'est très, très difficile de faire bouger les mentalités. Donc oui, par moments, ça vient d'ailleurs du bas généralement, où vous allez avoir des syndicats, où vous allez avoir des salariés qui vont se réunir et qui vont exiger et demander qu'on ait des quotas. Bon, ben, s'il faut en passer par là, on en passe par là. Le quota c'est pas le gros mot auquel on a l'impression qu'on a affaire. Dès qu'on dit les quotas, on se dit, oh là là, mais non, il ne faut pas penser au genre. Les femmes devraient s'offusquer de s'entendre dire qu'elles vont être admises par quota. Moi, je vais m'offusquer plus si tu ne me recrutes pas, en fait. Donc, il y a un moment, je pense aussi que je vends quelque chose et puis j'ai un parcours, j'ai quelque chose à défendre. Et si demain je suis recrutée, c'est pas parce que je suis recrutée par un quota que ça veut dire que je vais me rétamer derrière. Et d'ailleurs, si après je fais pas mon travail, je serai remerciée comme l'homme qui sera à côté de moi. Enfin, en tout cas, j'espère que je serai remerciée comme lui. Donc, je reviens à ma question. Vraiment, je sais que je suis conscient que je radote. Euh, c'est ma condition dirigeant, en fait. C'est-à-dire, est-ce que je me mets, quand je recrute, au moment où je suis en entretien d'embauche, au moment où je suis en train de regarder un CV, je me dis, je m'ouvre l'esprit si la personne qui arrive est différente, je l'accueille. Ça, c'est option 1. Et je suis assez passif dans cette démarche. Et simplement, je lui donne la chance de l'écouter et d'aller voir ses compétences. Option 2, je vais au-delà de ça et je dis, j'ai trop d'ingénieurs, je vais aller chercher d'autres profils. C'est vraiment j'ai vraiment une hésitation entre les deux parce que quand tu me dis le quota, c'est que c'est une démarche active où je vais à un moment donné me dire j'ai assez d'ingénieurs, je vais aller chercher cet autre profil et je refuserai même d'aller voir, de rencontrer les futurs ingénieurs parce que j'en ai trop. Euh, ou alors c'est juste, je m'ouvre, je suis passif, j'attends la perle rare, quelle que soit son origine.
ethnique, culturelle, genre, etc. Je pense qu'il ne faut pas juste attendre, Hazim. Je pense que si tu te poses la question, c'est qu'on est déjà à un premier degré. La deuxième chose, c'est j'ai pas juste j'attends, parce que on le voit aussi, il va y avoir il y a beaucoup de choses, parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure de juste comment est-ce qu'on discrimine de manière voulue ou pas voulue les femmes. Il y a aussi le fait que les femmes dans certaines cultures vont pas forcément se mettre en avant, vont pas forcément aller chercher. Et puis, quand même vous allez demander à un chasseur de tête d'aller chercher du monde, il va pas forcément y penser. Donc, je pense qu'il faut être dans une démarche un peu plus active et d'aller chercher. Et d'ailleurs, souvent, on parle de hiring, cluster hiring, pardon. Donc, on va chercher, en fait, même avant d'avoir besoin d'un type de trucs, on va commencer à ratisser un peu large et à chercher des profils. Et puis après, ça vous fait un pipeline où vous allez chercher vos compétences quand vous en avez besoin. Mais de se dire dans la tête, mais moi, je pense aujourd'hui que j'ai 90% d'hommes dans cette boîte. J'aimerais bien commencer à regarder des profils un peu plus féminins, quitte à ne pas les recruter tout de suite. Mais tu vas commencer à chercher. Puis quand tu vas prendre demain un chasseur de tête pour aller chercher des profils, tu vas aussi lui demander et exiger même de lui qu'il t'apporte aussi bien des hommes que des femmes, et ensuite à toi de choisir. Si tu trouves des compétences plus chez les hommes, bon bah amen, mais en tout cas tu auras été fait faire cette recherche-là. On est d'accord qu'on parle d'une matrice beaucoup plus complexée, complexe que homme-femme, hein. C'est une matrice Oui, où il y a complètement. Bah, là, c'est juste le plus simple, c'est de parler d'hommes ouais, et des femmes. ouais, c'est un exemple. En l'occurrence, c'est aussi quelque chose que je défends. Mais en tout cas, Il y a une suggestion, Aziza, dans le chat, c'est de dire, parce que je pense qu'ils ont compris la problématique que j'ai eue, mais dans le chat, on nous dit, il y a aussi la problématique du canal, c'est-à-dire la manière le dont on pipeline. se source, la manière dont on se source peut nous amener vers un genre plutôt qu'un autre, vers une ethnie plutôt qu'une autre, Complètement. etc. Donc il faut Et là aussi diversifier ces canaux de. Et c'est la problématique du recrutement et du processus de recrutement. Et ça, généralement, quand vous faites un gender auditing, c'est une des choses qui est étudiée. C'est votre canal de recrutement. Par qui vous passez, comment vous faites. On a vu, par exemple, une des études qui a été faite sur la base du design thinking. On s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises, même quand elles voulaient recruter des femmes, se sont rendu compte qu'il y avait souvent que des hommes qui répondaient aux annonces. En fait, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait même relire les annonces, la manière d'écrire les annonces pour pouvoir les ouvrir un peu plus et pas qu'elles soient, par exemple, vous cherchez un manager, si vous mettez team leader, vous aurez un peu plus de chances d'avoir des femmes qui candidatent. Alors que si votre annonce est écrite de manière un peu plus masculine, bah forcément, il y a des femmes qui vont se dire, je ne me retrouve pas dedans. Donc, il y a aussi cette responsabilité des femmes, certes, à aller chercher des postes comme ça, mais il y a tout à repenser. La manière de faire les entretiens. Par exemple, on s'est rendu compte aujourd'hui dans des études que quand vous avez même des entreprises qui pensent bien faire, qui ramènent un homme, une femme, en se disant, on va faire un entretien qui est plutôt paritaire et ça sera très bien. Et on s'est rendu compte que non, parce qu'il y en avait toujours un qui influençait l'autre. Alors qu'on fait un entretien avec un homme et avec une femme, mais séparément, et puis après, on confronte les idées, par exemple, aider à plus recruter des femmes et à être moins influencé pour pouvoir les discriminer, par exemple. Donc, il y a quelque chose à repenser dans le processus de recrutement pour s'assurer d'avoir le bon canal et puis surtout les meilleures compétences et aussi diversifiées que possible. D'accord. Ok, donc ce que je retiens, c'est s'ouvrir l'esprit, donc accueillir des personnes différentes, mais également avoir une espèce de politique de quota en fonction de la taille de l'entreprise, mais en tout cas, au moins regarder ses statistiques, voire discriminer, entre guillemets, je sais que c'est un gros mot, mais faire une discrimination positive quand les quotas sont très mauvais par rapport au sens que l'on souhaite avoir comme diversité dans l'entreprise. J'entends diversifier ses sources, j'entends même la manière dont on exprime ses besoins, de faire différemment. J'ai entendu également avoir des personnes qui sont en charge de surveiller, que ce soit par des audits réguliers ou de manière constante, c'est-à-dire avoir cet œil-là, cette perception. Et puis, en parlant de perception, j'entends aussi demander aux autres ce qu'ils en pensent. Demander à Oui, ses clients, demander à ses salariés, demander éventuellement à ses fournisseurs, ses parties prenantes, ce qu'ils pensent de vous et de votre politique de diversité. C'est bien ça. absolument. Et puis, il y a, si tu me permets, Hazim, si on a un peu de temps, j'aimerais aussi juste, pour qu'on n'ait pas l'impression en fait, qu'on dit juste aux hommes qu'ils discriminent les femmes, je pense qu'il y a une partie de la responsabilité qui est aussi portée par des femmes, et c'est important de le dire aujourd'hui.
Je pense qu'il y a aussi le fait que, alors moi, j'aime pas du tout l'expression de women empowerment parce que je trouve que ça enlève aux femmes tout pouvoir qu'elles ont déjà. Mais je pense que l'autonomisation des femmes, par exemple, déjà, c'est un peu mieux. Mais surtout, en fait, le leadership féminin aujourd'hui. Le leadership féminin doit être admis et accepté et défendu par les hommes, mais doit être aussi admis, accepté et défendu par les femmes. Moi, par exemple, j'ai deux problématiques sur la question. Je vais essayer d'être courte et claire. La première, c'est ce qu'on appelle, on voit des femmes, par exemple, dans le conseil d'administration, mais après, vous voyez qu'elles ne font pas grand-chose pour essayer de recruter plus de femmes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le Queen Bee syndrome. C'est l'abeille reine. C'est en gros, elle est arrivée là et elle veut surtout qu'on oublie que c'est une femme parce qu'elle a vu elle-même comment est-ce qu'elle a galéré pour arriver là et elle veut juste, en fait, s'intégrer, to fit in. Donc, elle veut qu'on oublie que c'est une femme. Ça, c'est une problématique chez beaucoup de femmes et il faut y penser. Au contraire, vous êtes arrivé là, c'était très difficile. À ce moment-là, c'est votre rôle aussi de pouvoir défendre l'importance de cette diversité avec les mots qu'il faut, avec les arguments qu'il faut. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup de femmes, et ça, c'est vraiment commun dans toutes les cultures, j'ai l'impression. Beaucoup de femmes, ce n'est pas la généralité, heureusement, mais il y a des femmes qui ont du mal à se mettre en avant, parce que dans nos cultures, dans notre éducation, on nous dit, c'est pas, bon, voilà, tu fais ton travail, et puis, bah, ton travail parlera pour toi. C'est pas suffisant. Ce n'est plus suffisant et on le voit aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit, if you don't ask, you don't get. Donc, il faut se défendre. Quand on veut une promotion, on n'attend pas juste qu'on nous la file. Il faut se défendre. Il faut savoir connaître sa propre valeur, se faire former. Ce n'est plus un luxe. Aujourd'hui, il y a des formations pour ça, pour savoir parler en public, pour savoir vous vendre, pour savoir se présenter, pour se développer son leadership si on a besoin. Mais en tout cas, il faut y aller et aller voir votre patron, défendre votre dossier. Et si on ne vous écoute pas, ben vous y allez, vous allez ailleurs, vous commencez à chercher. Le networking est une force pour les femmes. Donc, il y a un moment, il ne faut pas rester dans une position de victime. Il faut se mettre en avant, il faut aller chercher ailleurs. Même si votre patron est très sympathique, il est très gentil, s'il ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, vous changez de crèmerie, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, je dis juste que il y a les femmes ont aussi leur propre responsabilité là-dessus et c'est très important. Je suis présentatrice d'une émission qui s'appelle Die for Masculine où je reçois des personnalités de haut rang qui viennent parler de leur parcours. J'en ai reçu à peu près 600 ces dernières années et j'essaye d'avoir toujours une parité homme-femme. Et très souvent, quand j'invite un homme, je n'ai jamais eu besoin d'aller convaincre cet homme de venir dans mon émission. À partir du moment où l'émission a décollé, qu'elle est connue, qu'elle est plutôt bien regardée, il n'y a aucun homme qui se remet en question. Par contre, j'ai eu énormément de mal avec beaucoup de femmes exceptionnelles, des chercheuses, des grandes femmes d'affaires, des femmes politiques qui me disent à chaque fois, mais ouais, mais enfin bon, je ne sais pas trop, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller parler de mon parcours? Qui sait que ça intéresse? Et j'ai eu beaucoup cette question-là. Et généralement, ma réponse est la suivante. Je dis, il ne faut pas être individualiste. Il ne faut pas penser qu'à soi. Aujourd'hui, si vous avez un parcours et si quelqu'un vous dit que vous avez un parcours, si vous n'êtes même pas conscient de vous-même, c'est catastrophique. Mais enfin bon, si on finit par vous dire que vous avez un parcours exceptionnel, parlez-en. Mettez-vous en avant. C'est une responsabilité que vous avez vis-à-vis des jeunes générations qui ont besoin de voir des modèles en face d'elles pour y croire et pour se dire « the sky is the limit ». Et si aucune femme ne prend la parole pour se mettre en avant dans n'importe quel métier, eh bien, il y a des petites jeunes filles qui vont penser que leur place n'est pas là, là ou là, alors que leur place est partout et que si on les empêche d'aller quelque part, le problème est aux autres, chez les autres et pas à moi. Je dis là-dessus, je finis là-dessus qu'il est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut s'armer de patience certes, mais de courage pour dénoncer quand on est discriminé ou quand d'autres sont discriminés, parce qu'il est temps que la honte change de camp et que ce ne soit pas ceux qui se défendent qui doivent avoir honte de le faire. J'ai eu une question sur le. Je suis désolé, Aziza, je sais que c'est un sujet qui te passionne et moi je te ramène sur les autres sujets Il n'y a aucun problème, n'hésite pas. de diversité. Non, il n'y a aucun problème. On me parle d'une expérience où une entreprise est partie justement pour cet objectif de diversité et également pour assumer son rôle social et sociétal est partie chercher des ex-prisonniers. Oui. Donc, c'est une discrimination positive en disant je vais aller chercher des ex-prisonniers pour venir travailler dans des postes qu'ils ont choisis, dont ils avaient la qualification. Apparemment, ça a tourné à la catastrophe. Pourquoi ça a tourné à la catastrophe? Ça n'a pas marché, certainement une histoire comportementale. Je vais rester discret en tout cas, la question qui m'a été posée directement.
et D'accord. non pas sur. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que depuis que c'est devenu comme ça, personne n'a plus osé se redonner confiance ou reparler de diversité ou redonner confiance à la démarche. C'est-à-dire que euh, une fois qu'il y a eu cette mauvaise expérience de diversité, Oui, la douche froide de l'entreprise, bon, on n'en parle plus, j'ai essayé, je m'arrête, oui. je reviens à mes anciens pratiques. Alors, Mes anciennes bon, ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de la diversité, mais l'importance de l'inclusion. Tu vois ce que je veux dire? Ça va ensemble, il n'y en a pas un qui va sans l'autre. La diversité, c'est afficher des chiffres. C'est dire, j'ai recruté des prisonniers. L'inclusion, c'est d'avoir fait en sorte que ces gens-là se sentent dans leur milieu, de chercher ce qui va et ce qui ne va pas et d'essayer de trouver les bons process pour qu'ils soient productifs. Parce que je ne pense pas que les prisonniers, ça soit une population compacte qui pense exactement la même chose, qui ait le même background, etc. C'est Donc, comme dire les passes. je comprends que l'effort n'est pas uniquement dans le recrutement, mais dans l'après-recrutement ou Alors, c'est très l'avant-recrutement. difficile pour moi de te répondre là-dessus parce que je ne connais pas quelles sont les raisons de l'échec. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça la... C'est une histoire d'intégration et de comportement en cours Donc, de. l'intégration, à ce moment-là, le problème n'est pas juste de ceux qu'on a recrutés, mais de ceux qui ont recruté. C'est à eux aussi de créer ce qu'il faut comme environnement pour que tout le monde se sente intégré. C'est aussi Donc, ça le problème. donc il y a un effort. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a Ah, un mais effort oui, il y a un effort supplémentaire à faire par l'entreprise mais d'adaptation. complètement. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure la diversité et l'inclusion. Je vais revenir aux femmes pour te donner un exemple. Mais quand on recrute plus de femmes pour dire on affiche une diversité, si vous ne faites rien en entreprise pour que l'environnement soit inclusif, ça ne marchera pas. C'est exactement la même chose que l'exemple que tu viens de donner. Si on arrive dans un environnement qui était masculin, qui n'a rien à voir avec nous, avec des blagues sexistes à longueur de journée, avec des politiques de promotion qui ne vont pas, qui vont me discriminer parce que je vais dire que je veux faire un gosse, ça ne marchera pas. Et pareil, on finira par dire, bah, tu vois, on a essayé de prendre des femmes et ça n'a pas marché. D'accord. Est-ce que, alors, il y a une question qui est posée également sur le fait que les femmes devraient avoir un rôle elles-mêmes dans leur condition de femme pour aller chercher, pour aller aider, on va dire, empower les autres femmes. Est-ce que tu penses que c'est un rôle que les femmes doivent assumer Moi, je pense que oui. plus que les autres? Moi, je pense que, non, pas plus que les autres d'ailleurs, mais elles doivent être aussi proactives là-dessus. On ne peut pas juste attendre que l'entreprise fasse. Je suis une femme, il y a un moment donné, si je trouve qu'à mon niveau de hiérarchie, bah, je suis la seule femme, c'est problématique, il va falloir que j'en parle. Il va falloir que je me mette en avant, qu'on n'ait pas peur en fait, parce que justement, bah, si moi j'ai peur, ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie que moi, que veux-tu qu'ils fassent? Donc oui, c'est une responsabilité, il y a un combo femmes aussi, et c'est très important. Il ne faut pas accepter d'être le token d'une société, d'être la femme qu'on affiche, comme aux États-Unis, on a la femme de couleur ou l'homme de couleur qu'on va afficher, puis on va se dire, regardez, on n'est pas raciste. C'est la même chose. Regardez, on a une femme. Bon, bah oui, une femme sur 14, ça ne suffit pas. Donc, ces femmes doivent aussi avoir ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir un réseau, parce que souvent, il y a aussi ce filet de sécurité. Parce qu'on a peur de perdre son travail, parce qu'on a l'impression qu'on n'est valorisé que là, et qu'on voit tellement le temps qu'on a mis à monter dans la hiérarchie qu'on se dit, c'est tellement difficile. Heureusement, ils ont fini par me reconnaître. Agrandir votre réseau vous permet d'agrandir et d'élargir vos horizons et du coup d'avoir d'autres possibilités. Faut jamais, on n'hésite pas à refaire son CV, à le renvoyer, à rencontrer du monde, à aller dans des associations, à aller dans des clubs, à aller dans des choses comme ça pour avoir un réseau assez large qui fait qu'on n'est pas à la merci d'un patron. Si le patron vous reconnaît à votre juste valeur, vous restez. Si ce n'est pas le cas, the sky is the limit encore. Il y a une question qui t'est adressée directement également, c'est sur la diversité pardon, culturelle dans Oui. l'entreprise et comment la gérer, en fait, les modalités. Comment gérer je suppose que la question est sur le multiculturalisme, des personnes qui arrivent de plusieurs cultures, de plusieurs horizons. Comment est-ce qu'on sait la gérer? On me répond oui directement, ça veut dire que je pense avoir compris la question. Bah, la diversité culturelle, c'est après, ça dépend encore une fois ce qu'on entend par ça, puisque si je parle au Maroc, c'est pas la même chose qu'en France, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Donc, si la personne qui pose la question peut affiner un peu plus, mais encore une fois, c'est en ayant une réelle ouverture en fait. La problématique, c'est souvent quand dans une entreprise, on a juste envie d'afficher quelque chose. Si vous voulez vraiment changer, bah, vous saurez le faire. Quand vous regardez quand vous regardez encore une fois que tout le monde a le même background, a le même
parcours, etc., c'est que c'est un peu problématique. Donc oui, il faut des diversités de régions, de parcours, d'éducation, d'expérience, d'âge et tout ça. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait voilà, mettre en avant, mais encore une fois, il faut l'intégrer comme stratégie et que ça soit d'en haut vers le bas et du bas vers le haut dans l'entreprise. D'accord, mais j'ai bien compris. En tout début, tout à l'heure, tu disais quand même que la conscience doit être chez le dirigeant d'entreprise et qu'elle doit Oui, ruisseler. ah oui, oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut absolument intégrer ce process. On a envie d'être plus respectueux de la diversité. À partir du moment où on est vraiment convaincu en haut de ça, et puis qu'après on insuffle cet esprit chez ses équipes, ça ne peut que marcher, mais en tout cas, on marchera dans le bon sens. Est-ce qu'il faut l'afficher en extérieur, que nous sommes une entreprise diversifiée, en tout cas qui fait la démarche? Oh bah, aujourd'hui, les entreprises l'affichent de plus en plus. Après, ça dépend des pays et des expériences. Mais je pense qu'il faut l'afficher, mais il ne faut pas que ça soit. Le but ne doit pas être juste le fait de pouvoir afficher, mais d'afficher parce qu'on est arrivé à des choses, parce qu'on fait concrètement des choses. Et d'ailleurs, c'est là aussi où il y a une responsabilité chez les médias pour pouvoir aussi en parler. Il y a une responsabilité aussi pour la société civile et chez les consommateurs aussi. D'accord. Quand tu dis consommateur, je l'attrape au vol. Ça veut dire que le consommateur doit privilégier des entreprises où la diversité est Bah, affichée. moi, je suis pour, bien évidemment. Moi, je suis pour aujourd'hui le fait que bah, si je vois, comme on l'a fait pendant longtemps, par exemple, je vais te donner un exemple, c'est toutes les sociétés et les usines, par exemple, qui faisaient travailler des enfants pour faire des tapis, etc. On est arrivé un jour à créer un label et aujourd'hui, il y a un label diversité de genre, par exemple, qui est en train d'être créé en Égypte. On dit, on va l'afficher sur des produits et les gens pourront choisir. Et si moi, demain, je commence à choisir des entreprises parce que j'ai regardé un peu, j'ai fouillé un peu ou parce qu'on a un label qui est sur leurs produits, ça impactera l'entreprise et ça viendra encore renforcer les raisons pour lesquelles ces entreprises vont adopter la stratégie de la diversité. Donc c'est le consommateur, consommateur, Oui, dans le sens il y où a il une force décide. entre les mains. Voilà. Oui, Et oui, il qui a va un grand décider de pouvoir et qui va consommer chez une l'exercer. entreprise qui est plus ou moins polluante, plus ou moins diversifiée, plus ou Oui, moins respectueuse des droits des hommes et des femmes, etc. absolument. Et dans les médias, pareil. Hein. Moi, aujourd'hui, quand je vois une émission télé où je ne vois que des hommes, je zappe. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que ça va me donner un point de vue qui est complètement biaisé par rapport à la réalité dans la société. Donc j'ai envie, et ben, si on est plusieurs à zapper, cette entreprise ou cette entreprise de médias fera un peu plus attention. On l'a vu en France, hein, il y a eu, c'était le Parisien au début de la pandémie qui avait fait une une avec deux, trois hommes en disant que c'était, ils pensaient à la stratégie post-Covid. Ça a été dénoncé partout, ils s'en sont excusés, ils ont invité des femmes, ils ont bien trouvé les expertises féminines 24 heures après. Donc c'est pas une question de pipeline là pour le coup. Ils ont invité des femmes aussi pour pouvoir s'exprimer parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'aujourd'hui, si vous boycottez un média aussi, bah, ça va coûter cher et ça tape directement là où ça fait mal, à savoir dans la poche. Pendant cette crise du Covid et ce confinement, il y a eu une multiplication des webinaires, un peu comme celui-là. Et tu as dû évidemment suivre, ainsi que toutes les autres personnes, vous avez dû suivre dans les réseaux sociaux. Il y a eu à Oui, chaque fois qu'une affiche apparaissait où il n'y avait que des hommes, les réseaux sociaux tapaient dessus et certains même, je l'ai personnellement particulièrement apprécié, certaines personnes qui participaient à ces webinaires se sont se sont retirées retirés. en Oui, disant je préfère laisser ma place à une femme. Euh, complètement. On est avec deux copines, on a créé un thread sur Twitter, par exemple, où on reprend toutes les conférences où il n'y a que des hommes pour les dénoncer. Et on s'est retrouvé effectivement deux, trois fois avec des participants qui ont décidé de se retirer. Et les webinaires se sont un peu revus pour certains, en tout cas, ont revu un peu c'est du, leur affiche. Moi, j'ai été invitée, par exemple, dans un webinaire où j'étais la seule femme. J'ai dit que je ne viendrais pas. Et la réaction des organisateurs a été de me demander de proposer d'autres femmes, par exemple. Et j'ai proposé d'autres participantes. Et Parce c'était que ma question, l'excuse. voilà. Parce que l'excuse, c'est on n'en trouve pas. Oui, mais bien évidemment, ça c'est plus simple. Tu sais, on est tous en train de faire la cuisine et de faire le ménage, donc forcément, on n'est pas très disponible pour faire des webinaires, comme tu le sais. Aziza, mais Mais pourquoi est-ce que ça s'arrête? Pourquoi est-ce que cette tendance qui a eu ce printemps a été sur le genre? Ça aurait pu être sur ingénieur, pas ingénieur, grand, petit. Tu as oui, dit facile, oui. souvent ce sont les régions dont on parle souvent. Oui. Pourquoi est-ce que il n'y aurait pas eu, pourquoi est-ce que tu n'as pas traité, bon, tu vas me dire, je ne vais pas traiter toutes les Alors, problématiques du tu monde, me fais la mais même chose, je vais te dire, tu me fais la même chose que quand j'ai créé une association de protection des animaux.
et que je me suis battue pendant des années pour ça. Et on m'avait dit, ah oui, mais attends, la misère humaine ne t'intéresse pas. Pourquoi tu t'intéresses pas? Mais j'ai dit, je ne suis pas seule sur Terre. Il y a d'autres gens et tous ceux que ça dérange peuvent très bien lancer aussi un mouvement pour défendre les cultures, défendre la diversité ethnique, défendre la diversité d'éducation, etc. Je ne peux pas régler tous les problèmes de la Terre. Mais en tout cas, je mets beaucoup de mon énergie dans celle de la diversité de genre. Donc, ce que j'entends, c'est que chacun devrait porter Mais on devrait être nombreux à un porter. drapeau. Voilà, c'est ça. Absolument. Il ne suffit pas de taper sur celui ou celle qui a décidé de porter une cause pour lui dire pourquoi tu portes que celle-là. J'aimerais bien que les personnes qui critiquent portent déjà une aussi. D'accord, super. Je suis en train, je pense avoir fait le tour des questions des personnes qui nous suivent. Euh, si d'autres personnes ont des questions, c'est now or never. Euh, Nous avons encore quelques minutes avec Aziza. Euh, et je vous suggère, si vous avez une question, vous pouvez même vous démuter si vous avez envie de poser une question. Nous avons encore une dizaine de minutes. Je serais plus que ravie de répondre. Je regarde en même temps les questions, effectivement. Alors, il y a eu, pendant que les gens décident de se unmuter ou pas, dans le fil de la conversation, une personne a parlé d'un guide de la diversité culturelle qui Oui. apparemment a été publié par il y a un guide qui a été publié par CGEM. la CGEM. Voilà. D'accord. Donc, dès qu'on le Bah, retrouve, on écoute, pourra le partager sur le fil. pour en avoir discuté avec Mehdi Tazi, qui est qui a la coprésidence de la CGEM, on s'était rencontrés en février, effectivement, et je lui avais dit ça, en parlant de la CGEM, de voir un peu les instances, etc. Il y a 2 coprésidences, ça aurait été l'occasion d'en avoir une femme et un homme, par exemple, mais bon, pourquoi pas? Et il y avait C'est déjà déjà une. arrivé. Oui, oui, c'est pas parce que c'est déjà arrivé une fois qu'il faut s'arrêter là. Mais en tout cas, il était très conscient de ça. Et c'est vrai que la difficulté aussi à la CGM, peut-être, c'est parce qu'il y a beaucoup de fédérations. Et c'est les présidents de fédés qui vont remonter aussi autour de la table. Donc mais en tout cas, j'étais très contente de voir que c'était important. Et Mehdi Tazi s'est retiré. Enfin, pardon, c'est pas qu'il s'est retiré, mais il était dans un webinaire qui a été beaucoup dénoncé parce qu'il y avait que des hommes, voire il y avait peut-être une femme. Et il avait dit lui-même qu'il laissait sa place à une vice-présidente femme qui était tout à fait apte à représenter la CGM. Mais c'est vrai qu'au départ, il n'y a pas eu forcément le réflexe chez ceux qui l'ont invité, parce qu'ils voulaient avoir forcément le président. Mais en tout cas, lui a laissé sa place. Oui, beaucoup de personnes ont vu ça. Effectivement, c'est une prise de conscience. Et puis, encore une fois, on parle d'exemplarité. Oui. Ça a été repris. Mais bon, c'est important de le faire tout le temps et pas juste voilà, sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais c'est important. Super. Aziza, est-ce qu'on a échangé sur le Womenomics? Non, on n'a pas échangé sur Non, Womenomics. on avait échangé en préparant aujourd'hui, justement. Oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. parle. Écoute, le Womenomics, c'était un peu, c'est le projet phare porté par le premier ministre japonais, Shinzo Abe, parce qu'il s'est retrouvé à un moment où on manquait déjà de force en fait de travail au Japon, que l'économie japonaise faisait un peu du surplace et qu'il fallait chercher des forces vives de la nation pour pouvoir travailler. Et du coup, il en a fait tout un concept en se disant qu'il fallait favoriser l'arrivée des femmes sur le marché du travail, justement pour renforcer cette économie et relancer un peu la croissance. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce cadre et son but a été d'apporter, semble-t-il, vers les 8 millions de femmes sur le marché du travail parce que quand lui avait demandé justement de faire un gender auditing de l'économie japonaise et des femmes en fait dans les postes à responsabilité, se sont rendus compte qu'au terme des cadres, on était à 11% de femmes uniquement au Japon, sachant que le Japon est une société assez conservatrice et que c'est bon, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites justement pour renforcer la présence des femmes en rappelant, et ça c'est ce qui était bien parce que dans ce truc d'économie des femmes ou Womenomics, c'était de mettre en avant et de sensibiliser toute la population sur l'importance du retour des femmes et du fait que les femmes puissent venir sur le marché du travail puisque ça dope l'innovation comme je disais, mais surtout ça dope la croissance, ça aide les familles puisqu'on se retrouve avec des revenus un peu plus intéressants.
Et c'est ce qui a un peu marché. Et au Japon, toujours dans ce cadre-là, et ça a été fait à peu près depuis 2-3 ans, au Japon, on a décidé de faire en sorte d'avoir un indice boursier. Il y a l'indice boursier, le MSCI, et aujourd'hui, il y a un indice qui s'appelle le MSCI World Women's Leadership Index. Et en fait, c'est un indice boursier qui a été mis en place par des cabinets pour pouvoir identifier les entreprises qui respectent la diversité. Et en fait, cet indice-là a permis à des investisseurs d'aller toquer sur les bonnes portes parce que c'était plus sympa financièrement, d'aller voir et travailler et d'investir dans ces entreprises qui respectent plus la diversité, puisqu'encore une fois, l'expérience l'a prouvé au Japon aussi, qu'elles étaient plus innovantes et plus performantes à plusieurs dizaines de pourcents de plus que les autres entreprises. Donc, ça a été une manière aussi de favoriser la diversité, mais en parlant chiffres, puisque aujourd'hui, encore une fois, voilà, la diversité est apporteuse de richesse et c'est ça un peu qui va convaincre les gens. Mais en tout cas, le Japon a beaucoup travaillé sur cette histoire de Womenomics en mettant en place plusieurs process comme ça pour favoriser. Voilà. Ok. Alors, Younes Nassali, tu avais une question à poser. Si tu veux bien te mute. Oui, Hazim, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie pour le webinaire très captivant qui me disait mais apparemment le temps tu peux y aller en direct. Oui, de traiter le tout. Moi, ma question, elle est juste pour avoir un complément de réponse vis-à-vis à la diversité culturelle. Parce que la Aziza a demandé de savoir le côté culturel, qu'est-ce qu'on entend parler de ça. C'est au niveau du recrutement que les entreprises marocaines sont en train de faire ces dernières années sur les profils hors du Maroc, les profils par exemple tunisiennes, égyptiennes, sur tout le continent africain. Ça d'une part. D'autre part, ça crée au niveau de l'entreprise une certaine concurrence en termes de maintien de ces profils, parce que le profil marocain devient à ce moment-là concurrencé par ces profils-là. Et de deux, je voulais savoir le cas marocain, parce que peut-être je n'ai pas bien saisi ce point-là dans toute la conversation, mais où se trouve le cas marocain dans cette diversité, c'est-à-dire les TPE aujourd'hui et aussi les entreprises locales aujourd'hui. Comment ils traitent ça? Est-ce qu'il y a des données? Parce que à ma propre connaissance, j'entends pas parler beaucoup de ce sujet au niveau des entreprises, c'est-à-dire lorsqu'on parle de diversité, que ce soit culturelle, que ce soit aussi diversité de genre et même diversité en termes de compétences. Et merci. Aziza, tu as compris les questions? Alors, oui, juste avant que tu répondes, si tu veux bien, je vais demander j'ai vu que tu as un stylo entre les mains, donc tu pourras compter sur la mémoire de ton stylo. Je vais demander à Francine de s'unmute également pour poser sa question. Et en attendant qu'elle s'unmute, on a partagé, merci Myriam, elle a partagé avec nous l'adresse du guide dont j'ai parlé. Il est sur rse.cgem.ma. Donc à partir de là, vous pouvez retrouver le guide. Merci Mélie. Francine? Oui, merci Azim. Oui, c'est Francine. Donc, moi, je suis basée à Londres. Moi, en fait, je pense qu'au-delà de la diversité, c'est encore plus pratiquement un comment qu'une question, en fait. C'est au-delà vraiment de la diversité, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment porter l'accent sur un certain nombre de choses, c'est la connaissance de soi. Je pense que dans le curriculum en général, que ce soit dans les entreprises ou même à l'école, etc., il y a une chose, justement, on arrive dans l'entreprise sans se connaître. Et je crois que ça, c'est un point très, très important sur lequel la formation doit pouvoir aujourd'hui se consacrer. On était tous dans le confinement. J'espère que les gens ont pris le temps de se connaître un peu plus. Et je crois que c'est vraiment très important de pouvoir connaître ses forces et ses faiblesses. Et comme Aziza l'a dit tout à l'heure dans ce brillant débat, merci Aziza pour vraiment, c'était super. Je buvais tout ce que vous disiez.
je pense qu'il y a vraiment une certaine connaissance de soi à avoir pour pouvoir s'imposer, surtout dans ce marché post-Covid dans lequel on est, et ne pas attendre que tout vienne des entreprises, en fait. Donc, je pense que, et tout à fait d'accord du fait de vraiment s'imposer. Moi, j'ai écrit aussi un bouquin qui s'appelle Personal Branding in the Digital Age, où justement le pilier number one, c'est ça, en fait. Vraiment se connaître soi-même et ensuite pouvoir l'articuler et ensuite trouver justement l'environnement qui est adapté donc à nos compétences et à notre personnalité, etc. Donc, je crois que c'est très important que chacun puisse également prendre, disons, en main sa propre destinée et ne pas se laisser justement balloter par le bon vouloir des employeurs, en fait. Absolument. Je laisse voir s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions, puis après je vais commenter. Tu es en mute, Hazib? Oui, pardon. Myriam veut poser une question. Oui. Si tu veux bien être concise, Myriam, je te remercie. Oui, très rapidement, très très vite. Hello tout le monde. Moi, je voulais juste dire que quelquefois, et c'est une question aussi, quelquefois on a tendance à oublier à intervenir en amont, c'est-à-dire pendant la formation. Très souvent, et moi, il m'est arrivé de le remarquer, les étudiants vont aller choisir l'école où ils vont faire leurs études supérieures pour les réseaux et pour se mettre en réseau. Et donc, je pense qu'il est question, enfin, il ne serait pas inintéressant d'envisager d'introduire dans la formation, c'est-à-dire à partir des études post-bac, d'introduire cette notion de diversité culturelle. Je pense que ça démarre aussi par là. Parce qu'il y a effectivement le recruteur qui va aller chercher les candidats, mais il y a les candidats aussi qui se mettent quelquefois des freins parce qu'ils se disent « Ah tiens, là, ce n'est pas un endroit pour moi parce que moi, j'ai fait cette école-là, donc je n'irai pas. Moi, j'ai fait l'école publique, je ne peux pas aller dans cette entreprise, etc. » Je pense qu'il y a un moment, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de développer ces outils-là, enfin, outils diversité, outils de sensibilisation, de formation aussi à la diversité culturelle dans les universités. Merci. Merci. Merci, Myriam. Pas d'autres questions, Aziza. Tu peux y aller et on conclura après. Combien tu me donnes de temps? Comme ça, je gère. 2-3 heures. D'accord. Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue. Sur la diversité culturelle, c'est très important. Mais si j'ai bien compris ce que disait Younes, là, c'est assez spécifique. C'est sur des entreprises qui recrutent un peu aussi de l'extérieur du Maroc et qui du coup créent un peu une certaine concurrence vis-à-vis des compétences marocaines, mais j'imagine entre les salariés de manière générale. Pour moi, ça rejoint aussi, enfin, c'est toute la problématique qui va se poser effectivement sur la diversité de manière générale. Et c'est là où le leadership en fait est important. Le leadership des patrons de boîte est vraiment, vraiment important de manière à montrer et encore une fois à créer un espace inclusif pour tout le monde où on a une matrice en fait qui intègre toutes les expertises, mais qui ne les met pas les unes contre les autres pour qu'on essaye de créer une concurrence qui va être un peu malsaine. Si l'entreprise veut tirer profit du meilleur de tout le monde, justement en montrant à chacun qu'il a quelque chose à apporter, ce n'est pas une addition juste de compétences A plus B plus C, c'est une intégration de tout ça ensemble. Moi, je suis dans une entreprise, on est 70 nationalités. Au sein de la rédaction arabophone de Bouzenga, il y a quasiment tous les pays arabes qui sont représentés. Et autant, bien évidemment, il y a eu par moment ou sur des moments ou d'autres où on va se poser la question, puis on va un peu discuter. Puisque chacun d'entre nous connaît forcément ses pays mieux que l'autre et on était un peu l'ambassadeur et puis on expliquait des choses entre nous, puis quand on se posait des questions, il y avait des choses qui sont intéressantes à apprendre chez les autres aussi. Donc quand vous voulez targeter cette diversité culturelle, il faut que ça soit pour apporter quelque chose et non pas encore juste pour... Et à ce moment-là, les actions de team building, les actions justement d'intégration dans les équipes sont toutes importantes pour faire en sorte que tous ces mélanges-là, qui pourraient apparaître un peu antinomiques au départ, puissent se rejoindre un peu. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est un peu ce que je pense. Je pense, moi, les efforts du leadership pour faire en sortir le meilleur d'eux-mêmes de toutes les équipes et de faire en sorte que l'environnement soit inclusif pour tout le monde est important. Voilà.
Pour le fait de se connaître soi-même, d'en parler, Francine, je pense que c'est très, très important et on se rejoint là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, moi, par exemple, dans mes cours à Sciences Po, mes étudiants, il y a à un moment donné, je leur enseigne la prise de parole en public et le développement de leadership. Et à un moment donné, on parle, par exemple, du CV, de la lettre de motivation, de comment se présenter, etc. Et il faut se renarcissiser soi-même avant d'espérer que les autres reconnaissent nos compétences. Et c'est pour ça que je dis, il y a un moment, il y a une phrase qu'on dit en anglais, c'est own your talent. Ça veut dire reconnaissez ce que vous êtes et soyez-en fiers pour pouvoir après le vendre ailleurs. Parce que si vous vous sous-estimez vous-même, forcément la personne qui est en face de vous, alors que vous allez vous retrouver face à un homme peut-être qui va pas se sous-estimer. Et c'est ce qui fait que ce que je disais tout à l'heure, et je donne l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite et qui a montré que 95% des hommes négociaient leur salaire à l'entrée dans un poste, 7% des femmes uniquement le faisaient. Donc, c'est qu'il y a un problème de perception de soi et du fait de se renarcissiser et de faire des formations là-dessus. Et encore une fois, j'insiste sur l'importance des formations. Quand on a besoin, on se forme. Quand on a besoin de savoir s'exprimer, savoir se vendre, savoir parler en public, et en public, ça peut vouloir dire un entretien d'embauche ou devant un conseil d'administration ou dans une conférence, on se forme. Ce n'est pas un luxe. C'est votre vie qui est en jeu, c'est votre carrière qui est en jeu, et c'est même la carrière de vos enfants peut-être. Donc voilà, pour la connaissance de soi, c'est ça. Et pour l'université, je termine là-dessus par rapport à Marianne. Je pense que c'est très important. Je pense qu'on peut même descendre un peu plus bas et aller dans les lycées. Je pense aujourd'hui, et moi j'essaie de faire aussi ce travail avec des jeunes j'étais moi-même dans un programme de tutorat par exemple, où j'étais tutrice de jeunes qui étaient dans des quartiers défavorisés. Je pense que c'est important à partir de là, encore une fois, de renarcissiser les équipes et de montrer aux gens que ne pas ressembler à l'autre, c'est pas grave, c'est même très très bien. Et quand une femme aujourd'hui dit mais moi je suis comme toi, non je ne suis pas comme toi, je suis différente et très bien et tant mieux, puisque j'apporte autre chose. Parce que si je pense comme toi, ça ne sert à rien. On n'apporte rien, donc autant que tu sois avec un miroir. Mais aujourd'hui, être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on apporte et de ne pas être dans une posture de victime est super important et je pense que c'est très important dès l'enfance en fait. C'est quand on grandit avec des garçons à la maison, c'est important que les parents parlent aux deux de la même manière et puis ainsi de suite après dans la vie quoi. J'espère que j'ai pas été trop longue. Non, c'est très bien. Je termine ça. En fait, je suis en train de lire le fil du chat en même temps et il y a beaucoup de. J'imagine que tu le fais aussi. Et il y a beaucoup de remerciements et des gens sont fiers de ce que tu dis. Voilà. Ils se reconnaissent dans ce que tu dis et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Aziza, de ton partage. Merci vraiment pour merci le temps beaucoup que vous de ta m'avez donné. générosité. C'était un plaisir. Et Aziza, on a senti, je ne sais pas, je suis sûr que je parle au nom des autres, voilà, les gens ont senti la passion dans laquelle que tu mets et le cœur que tu mets dans ce que tu dis. C'est toute la sincérité de ce que tu portes. C'est dommage que tu ne portes pas plus de sujets pour nous, mais en tout cas, ceux que tu portes, tu le portes bien. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir et très très enrichissant pour moi aussi. J'espère que justement ma passion n'a pas fait en sorte que je me suis trop éparpillée. J'ai pensé sur certains points et j'espère avoir été en tout cas à la hauteur de vos attentes. C'est un plaisir de partager des choses avec vous et d'échanger avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Magnifique, merci beaucoup Aziza. Merci à tout le monde évidemment. Merci Francine, merci Méliane, merci Younes pour vos questions. Merci pour toutes les questions qui ont été partagées sur le chat. Et merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tout le monde, merci à vous. Alors. Petite information, j'ai arrêté le